Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'heure de fourche. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une approche pédagogique qui fait de plus en plus parler d'elle dans nos écoles, c'est la ludopédagogie. Autrement dit, l'art d'enseigner par le jeu. Alors, escape game pédagogique, des Cluedo adaptés, des Time's Up adaptés, même des quiz collaboratifs, derrière toutes ces activités qui peuvent sembler ludiques, et qui le sont, il faut rester clair, mais se cachent aussi de vrais leviers d'apprentissage. C'est ça qui est important. Parce que, attention, jouer en classe, c'est peut-être le cliché qu'on a souvent, c'est pas juste s'amuser, c'est vraiment une démarche pédagogique structurée, avec des objectifs précis, un cadre défini et surtout un débriefing, ça je l'avais bien compris quand j'étais venu te voir. Pour nous éclairer sur le sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Johan Fleury. Donc, tu es formateur en ludopédagogie à l'Institut de formation de l'enseignement catholique, l'IFEC. Et donc, bonjour Johan, on s'est déjà dit bonjour. Bonjour, ouais. Bonjour. Et à mes côtés, on a aussi Victoria, qui assure le rôle aujourd'hui de co-présentatrice. Salut Vic. Bienvenue. Hello. Alors, on ne va pas tourner autour du pot, je pense qu'on va vraiment rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux un peu nous dire, la ludopédagogie, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut déjà dépasser ce cliché de dire, c'est juste s'amuser en classe ? Oui, tout à fait. Effectivement, ce n'est pas que le jeu ou que s'amuser. On pourrait avoir cette idée que la ludopédagogie, c'est sortir un jeu de société et puis jouer avec les élèves. En fait, pas du tout. Ça doit se construire vraiment en amont. On doit avoir des objectifs d'apprentissage. Donc, penser dans son cours ce qu'on veut faire apprendre aux élèves et puis ensuite construire des activités ludiques. Il n'y a pas que les jeux de société, des activités ludiques ou des jeux qui vont répondre à cet apprentissage et donc aider le jeune à apprendre quelque chose ou à réviser quelque chose ou à mémoriser quelque chose. Oui, il y a déjà des éléments importants, on va y revenir. Il y a les jeux de société, il n'y a pas que ça. Il faut y penser. En fait, tout jeu pourrait se prêter à de la ludopédagogie, mais il doit être pensé à la base. Ouais. Comment justement on pourrait articuler une activité ludopédagogique en classe ? Est-ce qu'il y a des concepts clés à garder ? On a parlé du débriefing, mais il me semble qu'il y en avait 3 pour vraiment construire la ludopédagogie. Est-ce que tu peux un peu le développer ? Oui, il y a un des livres qui s'appelle « Jouer pour embarquer » qui explique bien les rôles de l'enseignant quand il devient maître du jeu ou animateur de jeu. Il y a ce côté, effectivement, introduire le jeu, donc avoir pensé en amont à toutes les règles du jeu, les buts du jeu, comment est-ce qu'on va réussir éventuellement le jeu, vraiment mettre le contexte. Et puis, il y a toute la partie orchestrer le jeu, donc c'est maintenir le côté, si on a un jeu où il y a un contexte un peu historique, donc c'est maintenir le côté narratif du jeu, ou en tout cas maintenir le côté des règles, le côté éthique du jeu, donc vérifier que les élèves ne débordent pas et qu'ils restent dans le cadre du jeu. Et puis il y a effectivement ce côté débriefing qui est très important et pour lequel il y a des outils concrets qui permettent vraiment de débriefer le jeu aussi bien sur son déroulement que sur justement mettre l'accent sur les apprentissages, parce que c'est pas juste le jeu pour le jeu, mais il faut que l'élève se rende compte qu'il a appris quelque chose à la fin du jeu. Oui, c'est bien parce que tu anticipes un peu sur la question que je voulais dire. Le jeu, c'est bien, le débriefing, c'est essentiel. Pourquoi est-ce que finalement ce débriefing est si important et que le jeu ne se suffit pas à lui tout seul ? Mais on va pouvoir, dans des outils de débriefing, que ce soit avec des questions ou avec des choses un peu plus ludiques, j'utilise parfois aussi un grand dé, par exemple, dans lequel on insère des questions et qu'on peut se lancer mutuellement pour répondre. Ouais. Ces questions, on peut aborder les émotions, donc comment on s'est senti pendant le jeu, les stratégies, est-ce que les élèves ont mis en place des stratégies et donc là, on fait appel à des éléments peut-être de métacognition, on peut aller jusque-là, ou mettre le point sur l'apprentissage. Par exemple, quand on travaille le Time's Up matière, c'est vrai que parfois, il y a des raccourcis qui vont être faits pour aider à retrouver les mots, mais qui ne vont pas être la vraie définition du mot. Et donc, c'est là l'importance du prof à la fin, de remettre le mot dans son contexte et dans sa définition réelle du cours, pour être sûr que l'apprentissage ait eu lieu. Il y a eu le jeu, mais après, on remet le cadre pédagogique. Oui, ça c'est essentiel. Mais tu en as déjà un petit peu évoqué quelques-uns plutôt, mais ce serait quoi, d'un point de vue d'abord des élèves, les avantages d'utiliser de la ludopédagogie en classe ? Tu en as quelques avantages à citer comme ça ? Oui, alors
On va favoriser d'abord la motivation. La grande majorité des chercheurs en psychopéda ont mis l'accent sur les éléments les éléments motivationnels au niveau motivation intrinsèque, et le jeu va justement aider à activer ces différents éléments de motivation intrinsèque. Et donc ça, c'est un des éléments phares, c'est remotiver le jeune dans un apprentissage. 2, c'est la mémorisation. Nos jeunes ne sont plus programmés pour mémoriser. Avant, de mon temps, de mon siècle, on apprenait les numéros de téléphone par cœur, ils n'étaient pas enregistrés dans un GSM. Il y avait plein de choses qui aidaient à mémoriser dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. On a plein d'outils qui nous aident à mémoriser pour nous. Et donc, pourtant, à l'école, on demande encore de mémoriser. Et donc, le jeu, par certaines mécaniques de jeu, peut aider à la mémorisation. Donc, motivation, mémorisation, la coopération. Ouais. Donc, beaucoup de compétences transversales qu'on veut apprendre, et le jeu peut aider à développer aussi ces éléments-là. Oui, c'est ça, le côté vivre ensemble aussi, peut-être, le fait de devoir interagir avec des autres, de respecter des règles, ça. Et est-ce que ça prend du temps de construire une activité ludopédagogique ? Oui, c'est ce qui peut être le frein pour un enseignant, effectivement. C'est-à-dire, si on vient et qu'on ouvre une boîte de jeu, ça a l'air tout simple, mais si on veut le construire avec ce côté, justement, briefing du jeu, donc toute la partie construire les règles de l'activité qu'on veut mettre en place, construire son débriefing, construire les questions, oui, ça va prendre effectivement un petit peu de temps, mais ça peut répondre à un besoin. On sait par exemple qu'au retour des vacances scolaires, les enseignants ne peuvent pas faire de formation certificative ou sommative, mais on peut faire de la formation, de l'évaluation formative, mais sous forme ludique, et donc on peut vérifier si pendant les congés on a donné une activité à faire. On peut, par exemple, un prof de français qui a donné une lecture, un livre à lire, mais on peut vérifier si l'élève a lu en faisant une activité ludique où on va faire appel au contenu du livre, sans que ce soit une activité classique sur papier et crayon, quoi. Justement, tu évoques le Time's Up. Si, de manière très concrète, tu peux expliquer comment est-ce qu'on pourrait adapter le Time's Up que beaucoup de gens connaissent à l'étude d'une matière, enfin l'apprentissage de vocabulaire, d'autres choses, je ne sais pas, mais est-ce que tu as une idée de... Alors en formation, quand je le fais avec les enseignants, dans le carnet de bord, c'est eux qui choisissent 5 mots liés à leur matière, et puis on fait tourner les carnets de bord et les enseignants votent pour les mots qu'ils ont envie d'utiliser pour le cours, et puis ces mots sont écrits sur des petites cartes qui vont être utilisées après pour le Time's Up. Et c'est quelque chose qui est tout à fait transférable avec les élèves, c'est de leur demander d'aller chercher dans le cours les mots de vocabulaire importants qui devraient être mémorisés. Donc, on les fait travailler eux, on les fait choisir. Ouais. Je me souviens avoir observé une enseignante de néerlandais dans un autre cadre il y a quelques années qui, à la fin du cours, demandait à ses élèves « C'est quoi les 3 mots importants de vocabulaire de néerlandais que vous avez appris aujourd'hui ?» Je les note au tableau. Et c'est ceux sur lesquels je vous interrogerai demain. Et là, intervient la notion de choix. Les chercheurs mettent souvent en motivation intrinsèque le fait d'avoir la possibilité d'émettre des choix. Okay. Et donc là, les élèves participent au choix des mots du jeu. Et donc, ces mots vont d'autant mieux s'intégrer dans leur mémoire, en fait, d'avoir eu toutes ces étapes de choix et puis d'utilisation. Ça va aider cette mémorisation. Oui, c'est ça, on les intègre pleinement. Et puis après, le Time's Up, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de véritablement travailler ces mots de vocabulaire ou autres de manière très ludique, et d'abord avec une phrase, autant de mots qu'on veut, puis avec un seul mot et puis un mime. Voilà. Donc, cette stratégie, cette méthodologie en trois temps, effectivement, fait que le mot va vraiment s'ancrer. Oui, c'est ça, on va le répéter, on va essayer de le définir d'une autre façon, avec leurs mots à eux, etc. Donc, Et selon toi, la ludopédagogie, on peut vraiment l'utiliser de la maternelle à l'UNIF, même pour les adultes, en fait, ça marche pour tout le monde, en fait. En tout cas, je le vois avec les enseignants, ça marche très bien. Les formations en ludopédagogie ont beaucoup de succès et ils apprécient beaucoup. Alors, ils apprécient évidemment le côté ludique, mais ils apprécient aussi de voir comment on peut transférer ça dans leur pratique. Et je le fais aussi bien avec des profs de formation générale que dans le qualifiant ou même dans le spécialisé. Donc vraiment, la formation en ludopédagogie se décline dans plusieurs domaines de l'enseignement secondaire, puisque moi, je travaille qu'au niveau de l'IFEC, dans la partie enseignement secondaire. Mais justement, tu parlais un petit peu avant qu'on enregistre le podcast de ce nouveau module, si je me souviens bien, pour le spécialisé. Tu peux peut-être en dire quelques mots ? Oui, donc
l'IFEC a proposé depuis la première fois l'année passée 2 formations collectives dans l'enseignement spécialisé. On était sur la fin de l'année scolaire et ça va se répéter à la fin de l'année. Et donc moi, j'ai axé la formation pour les enseignants de pratique professionnelle dans le spécialisé pour pouvoir plus facilement créer des jeux ou détourner des jeux qui vont rentrer dans leur pratique de prof, aussi bien de cuisine que dans les différents métiers qu'on propose dans l'enseignement spécialisé. Oui. Parce qu'effectivement, les professeurs de l'enseignement spécialisé jouent beaucoup avec leurs élèves. C'est quelque chose qui fonctionne très bien avec les élèves. Oui, j'en avais parlé un petit peu à la formation à Liège. C'est vrai que c'est quelque chose que moi, je me doutais pas forcément quand dans le spécialisé, c'était fort utilisé. Oui. Voilà, c'était une découverte parmi d'autres ce jour-là. Mais alors, on a parlé des jeux qui existent, comme le Time's Up qui est un peu décliné. On a aussi parlé d'inventer des jeux. C'est possible, ça? Est-ce que c'est compliqué d'inventer véritablement un jeu de A à Z qui pourrait avoir un bénéfice pour les apprentissages? Alors, inventer un jeu, c'est peut-être plus compliqué et ça nécessite vraiment beaucoup de temps. Mais par contre, d'inventer ou de créer des activités ludiques interdisciplinaires, ça, c'est intégré dans la formation. Donc, j'utilise 2 méthodologies qu'on trouve... Alors, je vais parler du site de l'ASBL Résonance qui a vraiment collecté plein d'activités ludiques. Je pense qu'il y a des fiches d'activités, il y en a à peu près 120, et donc qui permettent de balayer plein d'activités très connues. Ça va du bingo à des quiz, à des choses comme ça. Et donc, moi, j'ai été chercher 2 activités qui me permettaient d'accompagner les profs à créer une activité interdisciplinaire. C'est la soupe et l'ishikawa. La soupe, c'est une activité en 3 étapes où les enseignants d'une même école réfléchissent à des ingrédients dans leur cours qu'ils aimeraient intégrer dans une activité ludique. Tous ces ingrédients se mélangent sur le panneau et ils font le tri à la 2e étape. Qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui ne va pas ensemble? Okay. On rajoute éventuellement des ingrédients. Et la 3e étape, on voit ce qu'on garde et on trouve une idée d'activité qui pourrait vraiment réunir les différentes matières. Et la 2e étape, la matrice d'Ishikawa, là, on réfléchit à comment faire la mise en œuvre de cette activité avec les 6 M, donc la matière, donc les matières qui vont être utilisées, milieu, ce sont les différents locaux qui vont être utilisés, management, c'est comment on intègre la direction, les chefs d'atelier dans l'organisation. Main-d'œuvre, c'est qui va être activé dans cette activité. Voilà, donc il y a différents éléments qu'ils vont réfléchir. À la base, c'est une matrice qui s'utilise plutôt pour faire une sorte d'audit. Moi, je l'avais utilisée à l'époque quand on a fait le plan de pilotage de notre école. Et donc, on a plutôt utilisé pour voir ce qui fonctionnait ou fonctionnait pas dans l'école. Et donc, j'ai détourné la matrice pour en faire quelque chose plutôt de créatif et qui aide les enseignants à repartir après l'heure et demie d'activité avec un projet clé en main qu'ils peuvent mettre en place dans leur école. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir vraiment au bout cet outil qui peut être utilisé en classe, adapté, etc., en fonction des réalités de chacun, quoi. Ouais. Mais justement, ça, on n'en a pas encore parlé, mais pour les enseignants, la ludopédagogie, ça induit aussi une nouvelle posture. Ça, c'est peut-être maître du jeu, ça se prête bien à ça, mais est-ce que tu peux un peu développer cet aspect, cette posture-là? Oui, effectivement, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, dans le côté maître du jeu, on passe d'une posture effectivement enseignant à quelqu'un qui va animer un jeu. Et donc, c'est pas tout à fait la même posture. Alors, on garde le côté, on a mis des règles et on va vérifier pendant toute l'activité du jeu que les règles sont respectées. Donc, ça fait partie de la posture de l'animateur, mais l'enseignant prend aussi une autre dimension à ce moment-là. Et je disais dans l'interview que c'est un petit peu comme un enseignant qui mettrait en place une sortie pédagogique. En fait, quand on est en sortie pédagogique, on reste enseignant, mais aux yeux des élèves, on devient un peu quelqu'un d'autre. Casquette un peu différente. Et ouais, on prend une casquette effectivement un peu différente. Et quand on est animateur de jeu avec les élèves, on va être peut-être assis à la même table avec eux. Et donc, on est aussi dans une autre posture qui va changer le regard de l'élève sur l'enseignant. Et donc, je disais souvent aux enseignants débutants, très vite quand je faisais ce travail d'accompagnement, essayez de mettre en place des sorties pédagogiques pour créer ce lien avec vos élèves, parce que quand vous avez le lien, après, le reste va suivre plus facilement. Oui, c'est ça. Mais
Oui, donc, du coup, il y a des avantages dans cette posture, et c'est évident. Est-ce qu'il y a aussi parfois des freins? Alors, on a parlé du temps consacré à ça. Le bruit. Oui, le bruit. Le bruit. Il faut faire le deuil de la classe silencieuse. C'est vrai que si on est gêné par le bruit, la ludopédagogie, les activités ludiques, elles vont faire quand même un peu de bruit. Alors, on peut y mettre un cadre. On peut utiliser des outils de mesure du bruit pour que les élèves se rendent compte qu'après un certain volume, non, il faut diminuer un peu parce qu'il y a d'autres classes autour. Ou on va utiliser des locaux dans l'école qui sont un peu plus isolés quand c'est possible. Mais on n'aura pas une classe silencieuse quand on fait effectivement des activités ludiques. Donc ça, il faut en être conscient. Mais par contre, ça a plein de bénéfices derrière au niveau justement de la motivation des élèves, des apprentissages. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. Oui, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur d'avoir un peu plus de bruit, mais il n'y a pas que ça qui arrive. Et alors, quel conseil tu donnerais à un enseignant ou une enseignante qui voudrait se lancer dans la ludopédagogie et qui ne sait pas par où commencer? C'est quoi le premier pas? D'abord, venir suivre les formations de l'IFEC. Donc, il y a effectivement des forcos qui sont proposés, les formations collectives dans chaque diocèse toute l'année. Et donc, ludopédagogie est toujours proposée au catalogue. Ça, c'est une possibilité. Après, quand ça n'est pas possible, c'est toujours possible aussi pour une école, quand on a une équipe de profs qui a envie de suivre une formation en ludopédagogie, de faire la demande à sa maison diocésaine. On a des chargés de formation qui sont en contact avec les directions. Et donc, une école peut faire une demande d'une formation, par exemple, en ludopédagogie en interne dans l'école. Ça arrive aussi. Et alors, les chargés de formation me disent, voilà, est-ce que tu as une date de disponible pour aller dans telle école, quelque part, en Wallonie ou à Bruxelles, pour assurer une formation en ludopédagogie. Alors, quand c'est en plus dans leur plan de pilotage, ça, c'est vraiment l'idéal parce que ça rentre dans le développement professionnel des enseignants. Donc, c'est encore plus facile pour une direction de le mettre en place. Okay. Et les profs qui viennent te voir, c'est plutôt des profs qui le pratiquent déjà ou justement qui ont envie de se réinventer? C'est un peu de tout. Il y a de tout. Alors, il y a des gens qui viennent... qui sont des vrais joueurs et qui viennent pour jouer, sans avoir forcément l'idée de transfert dans leur cours, ça arrive aussi. Des gens qui sont vraiment en mode découverte, qui se posent des questions, qui n'ont pas l'habitude de jouer et qui veulent trouver des astuces. Et puis, il y a des gens qui pratiquent la ludopédagogie au quotidien et qui veulent de nouvelles idées et qui veulent partager. Et donc ça j'ai vraiment les trois profils, en tout cas ces trois profils d'enseignants à chaque fois dans les formations qui sont représentés. Tiens, est-ce qu'il y a des jeux qui sont un peu plus joués dans les écoles maintenant? Je pense par exemple à un enseignant qui avait parlé d'échecs. Des échecs, on sait que ça a été la grande mode. Enfin, c'est la grande mode, c'est revenu en force. Est-ce que... Mais ça a beaucoup d'avantages, évidemment, de pratiquer un peu les échecs au quotidien. Mais est-ce que dans les écoles, tu as beaucoup de retours sur le fait que ça se développe ou qu'il y ait des activités liées à ça? Ça, c'est peut-être la difficulté, c'est que les formations, effectivement, quand on va donner une formation dans une école, on n'a pas toujours le retour. Alors, parfois, j'ai quelques enseignants avec lesquels je suis resté en contact où je vois, par exemple, sur Facebook, les photos des activités qu'ils mettent en place. Donc, ça peut arriver. Mais malheureusement, on n'a pas toujours des retours de ce qui est après mis en place. Donc, on essaye pendant la formation de vraiment favoriser le transfert. Tu en parlais dans l'article. Quand je fais une activité, j'ai toujours ce moment où on se pose pendant 5 minutes, on réfléchit comment je pourrais mettre cette activité, la mettre en place dans mon cours, dans ma matière. Et puis, il y a ce moment de partage où ceux qui ont parfois plus de difficultés vont entendre les créations des autres et se dire « Ah, j'avais pas pensé qu'on pourrait le faire comme ça ». Et donc, ce moment de partage, il est hyper important. Ce moment de réflexion et puis de partage. Oui, c'est ça qui est chouette. Il y avait plein d'idées, je me souviens, qui avaient émergé à partir d'un jeu ou d'une activité. Et il y en a plein qui voyaient ça d'une autre façon, etc. Et ça, c'est vraiment très riche. Alors, moi, il y avait aussi une dimension que je voulais aborder. On l'a un petit peu effleuré, pas encore, mais ça m'avait marqué à la formation, c'est qu'il y a eu pas mal de profs qui m'avaient dit, au-delà du plaisir de venir jouer, qu'en mettant de la ludopédagogie dans leur quotidien, ils avaient, eux, retrouvé un peu le plaisir d'enseigner, un peu retrouvé du sens dans ce qu'ils faisaient. Ça, je trouve que c'était assez marquant comme témoignage. Du sens et du plaisir aussi. Je veux dire, les enseignants choisissent souvent la carrière enseignante par vocation. Ils ont du plaisir à transmettre aux élèves. Et c'est vrai que parfois, on est dans des situations qui sont moins joyeuses, on va dire, dans l'enseignement depuis peut-être quelques années. Et retrouver du sens et du plaisir dans sa classe, c'est important pour pouvoir tenir sur une carrière. Et donc, la ludopédagogie peut aider, je pense, effectivement à ça. Et elle peut se mettre à vraiment plein d'endroits.
J'ai une activité, justement, je parlais tout à l'heure de toutes les activités de la SBL Résonance. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont classées par famille. Et donc, quand on cherche une activité, elles sont classées par objectif, comme par exemple faire connaissance, mémoriser, découvrir une matière ou évaluer. Et donc, j'ai une activité dans la formation où j'utilise une des activités qui s'appelle les nappes tournantes, où on a un grand poster et les professeurs sont par table. Chacun reçoit une des nappes, c'est un poster en fait. Et donc, ils commencent avec le premier poster, ils découvrent l'application et ils cherchent des activités qui répondent à cette nappe. Donc, s'ils sont sur la nappe faire connaissance, ils cherchent des activités qui vont répondre à faire connaissance. S'ils ont la nappe évaluer, ils cherchent des activités qui vont aider à évaluer de manière plus ludique. Et après 5 minutes, on fait tourner les nappes. Et donc, ils vont avoir l'occasion de découvrir chaque nappe et donc d'enrichir chacun ces nappes qu'on affiche après au mur. Et puis, je demande aux enseignants d'aller regarder les nappes quand elles sont finies et de choisir 3 activités dans l'ensemble des activités qui ont été proposées et développées sur les nappes, qu'ils ont envie de s'approprier et qu'ils ont envie de tester avec leurs élèves. Oui, c'est ça. Vraiment un panel. Et puis à partir de là, ce qui les intéresse le mieux ou ce qui leur correspond peut-être le mieux, etc. Ouais. Est-ce que tu as des ressources à partager, à recommander pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent aussi? Alors, oui, j'ai parlé effectivement de cette ressource qui est vraiment très très riche sur de la SBL Résonance. Après, il y a plusieurs livres qui sont vraiment intéressants. Jouer pour embarquer. Il y avait les livres que tu avais présentés dans l'article, Enseigner, former avec le jeu ou Motiver les enfants par le jeu. Donc, il y a pas mal de bouquins intéressants que je conseille pour pouvoir vraiment rentrer dans la ludopédagogie. Et puis, il y a parfois aussi des applications très intéressantes. J'utilise par exemple en formation l'application Goose Chase que j'ai découvert moi-même en formation quand je suis allé à un Erasmus en Finlande. Et donc, c'est en français, c'est la chasse aux oies. Aux oies. Mais ici, c'est une chasse aux missions. Donc, en fait, on choisit des missions à réaliser. Et puis, il faut qu'un étudiant ait un outil numérique, donc ça peut être une tablette ou un téléphone. Alors évidemment, on sait que le téléphone, pour l'instant, en école, c'est un peu controversé, mais ça peut être des tablettes de l'école. Mais quand l'activité démarre, donc ils ont des missions à réaliser, et là, ils peuvent être en autonomie dans l'école ou même en rue. On peut faire des missions découvertes dans les rues de là où ils habitent ou une ville qu'ils ont envie de découvrir. Et chaque mission est soit une photo à réaliser, soit une vidéo. Et donc, quand on est l'enseignant, on voit sur l'application les travaux des élèves qui s'affichent en fait à chaque production. Et puis, on fait un débriefing de ces activités après. Et donc, la ludopédagogie, ça, c'est une très chouette application à faire, par exemple, en fin d'année, en fin de trimestre, pour faire des activités qui sont ludiques et qui vont mettre les élèves en action. Et le thème peut être différent à chaque Goose Chase, donc chaque mission qu'on veut organiser. Okay. On mettra toutes les ressources dans le descriptif de l'épisode. Oui, c'est ça que j'allais dire. Et on en mettra peut-être encore d'autres dont on n'a pas parlé aujourd'hui, comme ça, pour tous les enseignants intéressés et autres, un directeur si jamais, ou directrice, si jamais elles veulent s'inspirer. On mettra toute une grande liste. Donc voilà. Mais merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup pour tes conseils, tes partages. Avec plaisir. Ça a été très riche. Moi, ce que j'ai envie de retenir peut-être d'aujourd'hui, c'est d'insister, c'est que jouer en classe, ce n'est pas fuir l'apprentissage, c'est y entrer finalement autrement. Et parfois, c'est peut-être aussi comme ça qu'il devient durable, comme tu parlais des différents avantages que ça procure. Mais ce n'est pas non plus une méthode miracle. On n'est pas là pour dire qu'il faut jouer en classe et ne faire que ça. C'est une autre façon d'y arriver, c'est une autre façon d'apprendre. Et donc, c'est un outil finalement parmi d'autres qui est proposé aux enseignants, notamment avec les formations dont on en a parlé. Et que chacun finalement peut se l'approprier à sa manière. Ça peut être une petite activité, ça peut être un grand jeu, ça peut être quelque chose qui se fait sur quelques semaines ou un one-shot. Il n'y a vraiment pas de règles à ça. Donc, l'essentiel, c'est peut-être aussi de se dire qu'il faut, si on est intéressé, se lancer, essayer et voir ce que ça donne. Et puis, jamais oublier les 3 essentiels, dont le débriefing que toi, tu m'en avais parlé pas mal. Et ça, je pense qu'il faut le retenir. Merci d'avoir écouté l'heure de fourche. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Et pour ne rien manquer de nos futurs épisodes, suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Au revoir. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.